Ils s'étaient rencontrés sur Internet et avaient décidé de passer du virtuel au réel. Le lendemain de la rencontre, Rebecca et 2 autres personnes sont retrouvées mortes. Le meurtrier s'est évanoui dans la nature, mais il ignore qu'il a laissé des indices derrière lui. Une femme est assassinée en plein jour. La brigade cynophile trouve une piste, mais le tueur est toujours en liberté. Sans la détermination de la police et une bonne dose de chance, l'affaire aurait pu ne jamais être résolue. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau pour vous présenter 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans notre première histoire, nous verrons que lorsqu'ils sont utilisés par des êtres malfaisants et manipulateurs, les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui peuvent se transformer en armes redoutables. En moyenne, les régulateurs des urgences de Tulsa en Oklahoma traitent 3000 appels chaque nuit. Un soir, on leur signale un incendie, un appel de routine. I can see flame, but I can't really see smoke. I mean, the back of the house is lit up. And what's your name? My name's Kenneth. Kenneth, where are you calling from? Cell phone. I was on my way home from my friend's house. L'opérateur des urgences dit à Kenneth de rester en ligne en attendant que les pompiers arrivent sur les lieux. Il se passe alors quelque chose d'étrange. Il semblerait que quelqu'un soit venu lui parler. Is that fire in there? Huh? Okay. Okay. Hello? Hello? Une fois arrivés sur place, les pompiers éteignent l'incendie. Dans une voiture garée devant la maison, ils découvrent l'homme qui les a appelés, la tête sur le volant. Il a été abattu. Il s'agit de Kenneth Maxwell, 24 ans, un chauffeur routier qui habitait à moins de 2 km. Il rentrait de chez des amis quand il est passé devant la maison. C'est affreux. Qui aurait pensé que le bon samaritain allait devenir la victime? Dans la maison, les pompiers trouvent 2 cadavres. Un homme qui a été abattu à bout portant d'une balle dans la nuque. Son corps est par terre, recouvert d'une couverture. Et une femme dans la chambre du fond. Elle était nue, on lui avait tiré dessus plusieurs fois à travers un oreiller, comme si on voulait étouffer le bruit des coups de feu. Les 2 victimes sont les propriétaires de la maison. Il s'agit de Fred Barney, 51 ans, et de sa femme Rebecca, 42 ans. Au premier abord, il n'y avait aucun lien entre Kenneth Maxwell et les Barney. Les enquêteurs découvrent toutefois que Rebecca et Fred Barney avaient une relation plutôt inhabituelle. Après 6 ans de mariage, ils étaient en instance de divorce. Ils n'avaient pas d'enfants et ils s'entendaient bien. Ils avaient donc décidé de continuer à vivre ensemble en faisant chambre à part jusqu'à ce que le divorce soit officiellement prononcé. Ils n'avaient plus, comment dire, de relations intimes, mais ils étaient restés bons amis. Dans la salle à manger, les policiers retrouvent 2 tas sur le sol. Ce sont les vêtements de Rebecca. Personne ne pose ses lunettes sur ses vêtements dans la salle à manger. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a pas fait ça comme ça. Quelqu'un l'a forcée à le faire. C'est là qu'on comprend que ce n'est pas un meurtre comme les autres. Les experts découvrent que l'incendie n'est pas d'origine accidentelle. La gazinière avait été tirée et le tuyau d'arrivée de gaz avait été débranché, comme si on avait voulu effacer toute trace de ce qui s'était passé dans la maison. Mais le meurtrier n'avait pas prévu que Kenneth Maxwell appellerait les secours. Un appel qu'il a payé de sa vie. Mais grâce à lui, toutes les preuves n'ont pas complètement disparu. Quand je pense à lui, je me souviens de ce qu'il a fait avant de mourir. Il a voulu aider son prochain. C'est ce que je me dis quand je repense à lui.
Qu'il repose en paix. C'est grâce à lui qu'on a pu faire notre enquête. Il a appelé les pompiers et ils ont éteint le feu. Du coup, il restait des preuves sur place et c'est ce qui nous a permis d'avancer. L'appel de Kenneth a aussi permis de sauver les corps des flammes. Fred Barney a été abattu par derrière d'une balle dans la nuque, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas entendu le tueur approcher. Fred était en pyjama. Apparemment, il était en train de se faire un sandwich dans la cuisine. Il n'y avait pas de traces de lutte. Le corps de Rebecca a été retrouvé dans la chambre. On lui a tiré plusieurs fois dessus. Les enquêteurs en déduisent que c'est elle qui était visée. Il a mis un oreiller sur sa tête et il l'a abattue. Pour Fred, il a tiré une seule balle. Mais pour elle, il a tiré 3 fois. C'est très révélateur. Il lui en voulait vraiment. Un homme appelle la police pour signaler un incendie. En pleine conversation, il est froidement abattu d'une balle dans la tête. Bien qu'en instance de divorce, un couple apparemment sans histoire est exécuté dans sa maison. Les experts en balistique arrivent à déterminer qu'une seule arme a été utilisée pour commettre le triple homicide, un revolver de calibre 22. La coïncidence étant exclue, quel lien relie ces 3 meurtres? C'est la question prioritaire à laquelle les enquêteurs doivent trouver une réponse. Il n'y a pas eu effraction, ce qui prouve que Fred ou Rebecca connaissaient le tueur. Apparemment, rien n'a été volé. L'argent liquide et la carte de crédit des victimes sont toujours là. Il y avait une télé dans le salon. Si j'étais un cambrioleur, c'est le genre de choses que j'aurais pris en partant. Mais il manque tout de même quelque chose dans la chambre. La tour centrale de l'ordinateur avait disparu. Ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Pourquoi le tueur n'a-t-il volé que l'ordinateur? C'était clair que l'ordinateur avait quelque chose à voir avec le meurtre, qu'il fallait chercher du côté d'Internet. Les enquêteurs découvrent que le soir du meurtre, Fred et Rebecca ont été vus dans un bar où ils avaient l'habitude d'aller, le Arnie's. D'après les témoins, ils étaient accompagnés d'un inconnu. Il était très grand. Il devait faire entre 1,95 m et 2 m. Elle l'a présenté comme son nouveau chéri rencontré sur le net. D'après leurs amis présents ce soir-là, Fred avait l'air fatigué et irrité. Visiblement, Fred n'appréciait pas ce type et ça se voyait. Les patrons du bar nous ont dit qu'il n'avait pas vraiment l'air d'accrocher avec le type que Rebecca avait ramené. Rebecca a présenté l'inconnu à ses amis, mais sans dire son prénom. Rebecca l'a présenté en disant « C'est mon cow-boy 25 cm ». C'est comme ça qu'elle l'a appelé dans le bar. D'après les patrons du bar, Fred, Rebecca et l'inconnu sont restés jusqu'à la fermeture et sont repartis ensemble. Les Barney habitent à 5 minutes du Arnie's. Le Arnie's ferme vers 2 heures et Kenneth a appelé les pompiers à 3h11. Donc il s'est passé pas mal de temps entre le moment où ils ont quitté le bar et celui où ils ont été tués. Et pendant ces heures-là, les choses ont mal tourné. Les policiers ne savent rien de ce cow-boy. Ils ne savent pas comment il s'appelle et encore moins d'où il vient. Mais certains éléments de la scène de crime ne vont pas tarder à leur fournir une piste. L'autopsie de Rebecca Barney révèle qu'elle a été violée. Mais la recherche de traces ADN va s'avérer plus compliquée que prévu. Madame Barney avait ses règles. Ce qui fait qu'il était pratiquement impossible de déterminer s'il y avait présence d'un autre ADN ou pas. Heureusement, un urgentiste a eu la bonne idée de tamponner certaines parties du corps de Rebecca avec une compresse pendant que ses collègues essayaient de lui sauver la vie. Il a fait preuve d'une grande présence d'esprit. C'est une scène de crime, elle est nue,
Il y a peut-être des traces ADN. Et justement, il y avait de la salive sur le cou et les seins de Rebecca. Mais quand les enquêteurs essaient de retrouver ce profil ADN dans le fichier national des empreintes génétiques, une mauvaise surprise les attend. Il n'y avait pas suffisamment de marqueurs pour comparer le profil dans la base de données. Les enquêteurs sont pratiquement certains qu'il s'agit de l'ADN de l'inconnu qui était au bar avec Fred et Rebecca. Mais qui est cet homme ? L'ordinateur de Fred et Rebecca a disparu, mais la police trouve plusieurs emails que Rebecca avait imprimés. L'un d'entre eux provient d'un homme au pseudonyme plutôt inhabituel. Il utilisait un pseudonyme, Cowboy for You 67, si je me souviens bien. Leurs échanges étaient très intimes. D'après ces emails, Rebecca et Cowboy for You 67 s'étaient envoyé des photos plutôt suggestives. Et celle de Rebecca était beaucoup moins osée. Il a envoyé une photo de lui, une photo de son pénis avec une règle graduée juste à côté. Un des emails que j'ai lu m'a vraiment fait de la peine. On voyait que Rebecca faisait tout pour lui plaire. On la sentait vraiment esseulée. Les enquêteurs sont quasiment persuadés que ces emails viennent de l'inconnu qui était au bar avec les Barney. Mon cow-boy 25 cm. C'est comme ça qu'elle l'a appelé dans le bar. Ce type est certainement la dernière personne à avoir vu Rebecca et Fred Barney vivants. Les enquêteurs ont une photo du cow-boy, mais vu qu'il porte des lunettes de soleil, ils n'ont aucun moyen de l'identifier. On ne savait pas comment il s'appelait. On n'avait aucun élément, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. Pour le retrouver, ils se tournent alors vers la brigade des cyberpoliciers. Je dirais qu'aujourd'hui, presque tous les crimes laissent une trace numérique. Dans beaucoup de cas, il y a communication à un moment ou à un autre via Internet ou via un portable. Pour les aider dans leurs recherches, les policiers font appel aux étudiants du département Cybercorps de l'université de Tulsa, TU-Cybercorps, un programme informatique appliqué à la criminologie lancé en 2001, prépare à des carrières d'experts au sein du FBI, de la NASA et de la CIA. En analysant le contenu des réseaux Internet et ceux des téléphones portables, les étudiants parviennent à déterminer que l'utilisateur qui se dissimule sous le pseudonyme de Cowboy for You 67 avait entamé 3 jours avant les meurtres une relation virtuelle avec une certaine Wild Ivy. Wild Ivy, c'était Rebecca. Les cyberpoliciers parviennent à identifier Cowboy for You 67. Il s'agit de James Kidwell, un étudiant en informatique de 31 ans. Il vit à Gore, dans l'Oklahoma, à environ 90 minutes de route du lieu du meurtre. Divorcé, 2 enfants, il était endetté et il vivait chez sa mère. Un an plus tôt, Kidwell a déjà été entendu par la police pour une affaire de violence domestique. Il avait déjà été entendu pour avoir crevé les pneus d'une ex-petite amie. En général, ce n'est pas bon signe. Quand les enquêteurs informent la police de Gore qu'ils vont venir interpeller James Kidwell, une bonne surprise les attend. On était en route pour l'interpeller et on a appris qu'un policier de Gore était justement en train de le contrôler au bord de la route. Les policiers remarquent tout de suite que la voiture de Kidwell est dans un état lamentable. Il y avait des déchets partout. On avait l'impression qu'il vivait dans sa voiture. En voyant ça, Rebecca a dû se dire « Il a peut-être ce qu'il faut là où il faut, mais je ne vais pas sortir avec un type pareil. » Lors de l'arrestation de Kidwell, les policiers trouvent une carabine chargée dans sa voiture, ce qui est illégal. On lui a demandé s'il connaissait Rebecca Barney, mais il nous a répondu qu'il ne connaissait personne de ce nom. Heureusement, l'ordinateur de Kidwell allait être plus bavard.
Lorsque la police l'arrête, Kidwell est en compagnie d'une jeune femme. Il l'a, elle aussi, rencontrée sur le net, moins de 12 heures après le meurtre de Kenneth Maxwell et des Barney. Elle avoue aux policiers qu'elle regrette d'avoir accepté de le rencontrer. D'après elle, il porte en permanence une arme sur lui. Il avait mis la main sur une autre jeune femme qui allait peut-être devenir sa prochaine victime. Elle était effrayée. Il lui avait mis le grappin dessus et visiblement, elle se sentait menacée. Kidwell vivait chez sa mère. Les policiers fouillent sa maison, mais ne retrouvent ni l'arme du crime, ni l'ordinateur volé chez les Barney. Mais d'après le disque dur de l'ordinateur de Kidwell, il était en contact avec de nombreuses femmes. Il chassait les femmes sur Internet, c'est clair. Bizarrement, il n'a supprimé que certains mails, ceux destinés à White Ivy, Rebecca Barney. Comme par hasard, il n'avait supprimé que ces emails-là. Ça veut dire qu'il avait quelque chose à cacher. La police est-elle parvenue à localiser un prédateur sexuel qui utilise Internet pour entrer en contact avec ses futures proies? Tout porte à le croire, comme le prouvent les traces informatiques que contient le disque dur de son ordinateur. En effet, durant les jours qui ont précédé le double meurtre, plus de 70 emails ont été échangés entre James Kidwell et Rebecca Barney. Si Kidwell n'avait rien à se reprocher, pourquoi a-t-il pris soin de brouiller les pistes? Et pourquoi nie-t-il avoir eu des relations épistolaires avec la jeune femme? La veille du meurtre, Rebecca lui a donné son numéro de téléphone. Et dès le lendemain, plus rien. Après le meurtre, il ne lui a plus envoyé aucun message. Ça ne colle pas du tout avec l'attitude qu'il avait les 3 jours précédant l'homicide. Kidwell continue de prétendre qu'il ne connaît pas Rebecca Barney. Pourtant, d'après les éléments trouvés sur son ordinateur, il s'est intéressé de près à l'affaire dans les jours qui ont suivi le meurtre. Après le meurtre, quelqu'un avait utilisé cet ordinateur pour suivre l'affaire sur le net pendant plusieurs jours. Les cyberpreuves contre Kidwell sont accablantes. À partir de ce moment-là, il a commencé à nous donner une nouvelle version. Kidwell reconnaît qu'il connaissait Rebecca. Il espérait une rencontre purement sexuelle. Mais quand il a vu que Fred était avec elle, il a compris qu'il n'avait aucune chance. Il nous a dit que ce soir-là, Rebecca et Fred l'attendaient au Harneys et qu'il n'est resté que 5-10 minutes avant de repartir pour Gore, dans l'Oklahoma. D'après les analyses balistiques, la carabine de Kidwell n'est pas l'arme du crime. En revanche, les policiers apprennent qu'il possède également un revolver de calibre 22. Malheureusement, impossible de le retrouver. Dans son sèche-linge, les enquêteurs trouvent un t-shirt et un sweat. Ils ont été lavés, mais il reste encore des taches suspectes. Les scientifiques parviennent à extraire des traces ADN et à définir un profil génétique à partir de ces taches. D'après les résultats, ce profil pouvait être celui de Rebecca. Seul un individu sur 12 000 aurait pu correspondre à ce profil. Mais y a-t-il des traces ADN de Kidwell sur le lieu du crime? Les prélèvements de salive sur le corps de Rebecca ne permettent pas de le déterminer. Les scientifiques décident donc de tenter d'exploiter les prélèvements génitaux. Vu que Rebecca avait ses règles, c'est l'ADN féminin qui domine. Mais il doit obligatoirement y avoir des traces infimes d'ADN masculin. Cette fois, les scientifiques utilisent la technique appelée YSTR qui permet de ne détecter que l'ADN masculin. Quand on a un prélèvement qui contient une majorité d'ADN féminin et une infime quantité d'ADN masculin, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, il y a suffisamment d'ADN masculin pour établir un profil génétique. Et ce profil correspond à celui de James Kidwell.
Les enquêteurs sont persuadés que le soir du meurtre, Kidwell comptait bien avoir des relations sexuelles avec Rebecca. On ne fait pas 120 km juste pour dire bonjour. Kidwell pensait qu'il allait passer une nuit torride. Rebecca et lui s'étaient envoyé des mails, des photos, et il allait enfin la rencontrer. C'était son jour de chance. À mon avis, il ne pensait qu'à ça. Mais Rebecca prend ses précautions et demande à son ex-mari de l'accompagner pour son premier rendez-vous avec Kidwell. Fred rentre d'un voyage d'affaires et accepte à contre-cœur de l'accompagner. D'après les éléments trouvés sur place, il s'est mis en pyjama dès qu'ils sont rentrés. Le procureur pense qu'après le rendez-vous, Rebecca a refusé d'aller plus loin avec Kidwell, soit parce qu'il ne lui plaisait pas, soit parce qu'elle était indisposée. Quoi qu'il en soit, Kidwell l'a mal pris et il est parti. C'est alors qu'il est allé chercher une arme dans sa voiture. Fred, qui pensait que Kidwell n'était plus là, se trouvait dans la cuisine en train de se faire un sandwich. Kidwell l'a alors abattu par derrière d'une balle à bout portant. Fred! Retire tes fringues. Qu'est-ce que t'as fait? La ferme. Déshabille-toi. Retire tes fringues. Dépêche-toi. Il a ensuite forcé Rebecca à retirer ses vêtements et l'a violée dans la chambre avant de l'abattre. Pour effacer toute trace du meurtre, il débranche l'arrivée de gaz et met le feu dans la maison. Il s'enfuit avec l'ordinateur des Barney pour ne laisser aucune preuve. Kenneth Maxwell, qui rentrait chez lui, a aperçu les flammes et a appelé les pompiers. Lorsqu'il s'en aperçoit, Kidwell abat Kenneth Maxwell. L'ordinateur des Barney et l'arme du crime ne seront jamais retrouvés, mais il y a les traces ADN et les preuves électroniques. Ce qui m'a le plus marqué dans cette affaire, c'est Kenneth Maxwell. Il voulait juste être un bon citoyen et ça lui a coûté la vie. En novembre 2004, James Kidwell est jugé et condamné à la prison à perpétuité pour homicide volontaire. Les gens ne l'ont pas encore compris, mais on ne sait jamais à qui on a affaire sur le net. Ils pensent que les personnes qu'ils rencontrent sont ce qu'elles prétendent être, mais ce n'est jamais le cas. Dans chaque affaire, il faut faire attention aux moindres détails. Je pense que c'est vraiment essentiel si on veut être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. À moins que votre ordinateur ne soit au fond d'un lac ou ne brûle dans un incendie, tout ce que vous faites laisse des traces. Et ces traces vous suivent même quand vous êtes persuadé de les avoir détruites. Reconnu coupable de triple homicide, James Kidwell a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cette affaire était d'une grande complexité car aucun lien ne rattachait le tueur à Rebecca Barney, excepté les emails que Kidwell lui avait envoyés et qu'il avait pris soin d'effacer de sa boîte d'envoi de messagerie. Le seul moyen matériel de le confondre consistait donc à analyser le disque dur de son ordinateur. Une tâche improbable encore il y a 10 ans, mais néanmoins réussie par les étudiants de l'université de Tulsa, spécialement entraînés à traquer la criminalité informatique. Ce fait divers sanglant a permis à la presse d'orchestrer une campagne de sensibilisation sur la dangerosité que représentent certains sites de rencontres sur Internet, et a rappelé, notamment aux adolescentes, qu'il est souvent difficile sur la toile de différencier prince charmant et prédateur sexuel. Doit-on avoir peur des malades mentaux? Malgré l'opinion publique et médiatique largement répandue, des études indiquent que la plupart des maladies mentales ne prédisposent pas obligatoirement
à des comportements violents et ne sont pas une cause de dangerosité pour la société. Par contre, le pourcentage de risque grimpe en flèche lorsque des diagnostics spécifiques tels que la schizophrénie ou les troubles délirants ou émotionnels sont associés à des addictions à l'alcool ou aux drogues. Sans prétendre faire le point sur cette question, l'affaire que je vous invite à suivre maintenant vous permettra peut-être de vous forger une opinion. Concorde, en Californie. Comme d'habitude, Cathy Lorek profite de sa pause déjeuner pour marcher le long d'un parcours de jogging situé près de son travail. C'était son truc à elle. C'était un peu comme de la méditation. Je sais qu'elle profitait parfois de ce moment pour passer des coups de fil. Cathy est secrétaire de direction. Elle est mariée et a des enfants. Ce jour-là, elle téléphone à son mari, parti en Europe pour son travail. Son mari racontait que tout d'un coup, elle a émis un grognement ou un gémissement, et il n'y a plus de son au bout de la ligne. Son mari comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose, et il appelle les collègues de sa femme pour qu'ils aillent la chercher. Ils n'arrivaient pas à la trouver. Ils sont revenus et ils ont appelé la police qui est arrivée en quelques minutes. Environ 20 minutes plus tard, un policier aperçoit ce qui ressemble à une traînée de sang. On aurait dit que quelqu'un avait peint des lignes rouges sur le sol. C'était comme si quelqu'un avait versé de la peinture sur le goudron pour dessiner. Le policier suit la trace de sang le long d'un talus jusqu'à une zone boisée où il trouve Cathy Lorek, respirant à peine et baignant dans son sang. Vu la façon dont ses vêtements étaient défaits et froissés, il a compris qu'elle avait dû être violée et qu'elle avait besoin de soins médicaux immédiatement. Elle est conduite d'urgence à l'hôpital, mais elle meurt durant le trajet. Cathy avait plusieurs lacérations à la tête. Ce qu'on pensait être l'arme du crime avait été trouvé près du corps. Il s'agissait d'un poteau du grillage. Il devait faire 60 ou 75 cm de long. L'inspecteur Finney m'a dit au téléphone que ma mère était morte. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est d'avoir perdu la tête et sûrement de lui avoir crié dessus pendant un certain temps. Cathy était au téléphone au moment de l'agression, mais les enquêteurs ne le retrouvent pas près du corps. En vérifiant ses relevés téléphoniques, la police découvre qu'une personne l'a utilisé après le meurtre. Une personne dont le numéro était dans le répertoire nous a contactés pour nous dire que le suspect, Juan Sanchez, l'avait appelé. Les enquêteurs suivent la piste de cet homme de 23 ans, Juan Sanchez, jusqu'à chez lui et y trouvent le téléphone portable de Cathy. Mais Sanchez affirme l'avoir trouvé sur le parcours de jogging. Il nous a expliqué qu'il faisait du vélo près du canal et qu'il avait trouvé le portable. Alors il a décidé de s'en servir. Sanchez montre l'endroit exact où il a trouvé le portable. Ce qui est étrange, c'est que c'est à 15 mètres de l'endroit où se trouvait le corps de Cathy. Pour nous, une seule personne pouvait avoir le portable en sa possession, celle qui avait agressé Cathy. Mais Sanchez nie être le tueur et nie également avoir vu du sang sur le chemin près du téléphone portable. La police comprend tout de suite que l'enquête sera difficile à résoudre. C'était choquant. On parle d'une femme qui était près de son travail, qui va se promener sur un chemin fréquenté et en plein jour. Elle avait autant de chances que ça lui arrive que d'être frappée par la foudre. La famille, les amis et même la police sont choqués par l'audace du meurtrier de Cathy Lorek. J'étais choqué qu'un tel drame se produise, parce que je n'ai jamais vu quelque chose de ce genre. Je veux pouvoir sortir dans la rue. Je ne veux pas me laisser intimider et changer de comportement.
L'agression a eu lieu lors d'une belle journée ensoleillée, avec beaucoup de gens qui auraient pu se trouver près du lieu du crime à ce moment-là. Le suspect était vraiment audacieux et téméraire. Un campement de sans-abri situé à 250 mètres de là rend plausible le fait que la victime ait été choisie au hasard. Il y avait déjà eu des problèmes sur ce chemin à cause des sans-abri et des vagabonds. Beaucoup de gens trouvaient que ce parcours n'était pas sûr. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties sur le chemin du canal, soit par les routes publiques, soit par les accès des particuliers qui ont des portails pour leurs champs. L'arme du crime est une pièce de métal provenant d'une barrière. Le tueur a cassé un morceau de métal d'un poteau de la barrière. Il a attendu que la victime revienne et l'a traînée hors du chemin. Il y a du sang, mais pas d'empreinte sur l'arme du crime. L'autopsie de Cathy confirme qu'elle a été violée. L'ADN prélevé sur Cathy ne correspond à aucun ADN de la base de données fédérale. Il ne correspond pas non plus à celui de Juan Sanchez, l'homme qui a trouvé le portable de Cathy. Il était plutôt franc. Il répondait sans problème à nos questions. Il a même proposé de passer au détecteur de mensonges et il a réussi le test. C'était très décourageant de voir que la piste du portable ne menait nulle part. La police interroge toutes les personnes qui se trouvaient sur ou près du chemin à l'heure du meurtre. Certains sont des sans-abri, d'autres des joggers ou des cyclistes. Une douzaine d'entre eux racontent la même histoire. Ils avaient vu un homme debout près de la clôture qui regardait le canal en parlant des petits poissons qui y nageaient. Il attirait l'attention des passants là-dessus. On aurait dit qu'il n'avait rien à faire là. Il était blanc, il faisait environ 1,80 m, il devait avoir 30 ans et il était assez corpulent. Pas musclé, mais plutôt bien en chair. Il avait les cheveux blonds foncés et il était mal habillé. C'était un sans-abri ou un vagabond. Deux témoins rencontrent Gilles Zamora, qui est chargé de dessiner les portraits robots. Je leur demande toujours, si vous le croisiez à nouveau, vous le reconnaîtriez? S'ils répondent oui, je sais que je peux faire un portrait robot. Gilles Zamora fait en sorte d'éviter tout stress aux témoins avant de leur demander de relater ce qu'ils ont vu. Je leur demande de me raconter ce qu'ils faisaient avant de croiser la personne. Et ensuite, de revivre toute la rencontre ou l'histoire jusqu'au moment où ils ont rencontré la police. Les deux portraits robots sont dessinés à partir des descriptions de deux témoins qui ne se connaissent pas. À part les lunettes de soleil, les visages sont identiques. Les deux témoins ne s'étaient jamais croisés, ne s'étaient jamais parlé, mais ils ont tous les deux vu la même personne. La police fait un grand pas dans l'enquête. Grâce aux chiens policiers, elle identifie une piste potentielle. Même si les portraits robots informatisés ont tendance à se généraliser, le talent des artistes judiciaires demeure irremplaçable. En établissant une relation de confiance avec les témoins, ils sont capables d'établir des portraits très réalistes grâce à un puzzle de caractéristiques faciales. Ainsi, par exemple, dans l'enquête sur l'attentat d'Oklahoma City, où un bâtiment fédéral avait été détruit, un dessinateur de la police avait-il pu dresser un portrait robot d'un suspect? Et ce portrait avait permis l'identification de Timothy McVeigh, l'un des terroristes. Les chiens ont remonté une piste jusqu'à une zone résidentielle à Concorde, juste à côté du chemin du canal. Des recherches révèlent qu'un homme du voisinage a un passé criminel. Il ressemble également au portrait robot. Il s'appelle Mark Fisher. On savait qu'il était violent avec les membres de sa famille, avec les policiers et les autres agents de l'État.
Les policiers présentent aux témoins une série de photos parmi lesquelles figure celle de Mark Fisher. En regardant la photo, au moins 3 témoins ont affirmé que M. Fisher était bien l'homme qu'ils avaient vu le long du canal. Mais lorsque les enquêteurs se présentent au domicile de Mark Fisher, ils apprennent une nouvelle totalement inattendue. La police a rencontré quelqu'un de sa famille qui leur a dit « Vous n'êtes pas au courant? Mon frère, M. Fisher, vient de se suicider. Il a sauté du Golden Gate Bridge. Il s'est donné la mort. » Mark Fisher s'est suicidé moins de 24 heures après le meurtre de Katie. Cet homme se suicide un jour après le crime. Des coïncidences comme ça n'existe pas. D'après mon expérience, ça n'arrive jamais. Selon nous, après l'agression, il a éprouvé des remords et de la culpabilité. Il ne pouvait plus vivre avec ce poids. La fouille de sa chambre confirme son rôle dans le meurtre. On a trouvé des lunettes de soleil semblables à celles du dessin. Les policiers ont vu des vêtements tachés de sang. Ils ont remarqué un journal ouvert à la page de l'article sur le meurtre dans la maison. Il y avait une photo du portrait robot. Dans l'esprit de plusieurs policiers, l'affaire est classée. Mark Fisher est l'assassin de Katie Lorek. Accablé de remords, il s'est donné la mort 24 heures après le crime. Fisher a un passé criminel. Un chien policier a flairé sa trace. Il a été identifié par plusieurs témoins à partir de photos d'identité et du portrait robot. Il possédait des lunettes de soleil semblables à celles du suspect. Et des vêtements tachés de sang ont été retrouvés chez lui. Pour autant, avant de boucler l'affaire, le procureur exige que les enquêteurs lui fournissent des preuves médico-légales irréfutables. La police est certaine que Mark Fisher est l'homme qui a violé et tué Katie Lorek près du canal. Les chiens policiers suivent la trace du meurtrier jusqu'à sa porte. Plusieurs témoins le reconnaissent sur une photo, mais il se suicide peu de temps avant que la police ne l'arrête. L'ADN de Mark Fisher est comparé à celui qui a été trouvé sur le corps de la victime, Katie Lorek. Contre toute attente, il ne correspond pas. On croyait vraiment que Mark Fisher était le meurtrier de Katie. Tout d'un coup, ce n'était plus lui. Cela voulait dire qu'un tueur était toujours en liberté et qu'il pouvait recommencer à tout instant. Il était libre. On repartait de zéro. Il fallait tout recommencer. Les enquêteurs décident de relever l'ADN de tous les sans-abri du secteur qui ont un passé violent. Nous avons contacté tous ceux qui utilisaient le parcours, toutes les personnes de passage qu'on connaissait. 42 ADN sont comparés à celui du tueur. C'était la plus grande quantité d'échantillons sur laquelle j'avais jamais travaillé, sur laquelle le labo avait travaillé. Mais aucun ne correspond. L'affaire commence à s'essouffler. Des personnes que je connaissais m'appelaient pour me demander « C'est sûr ?» Ça voulait dire « C'est sûr de se promener le long du canal? D'être dans la ville de Concorde ?» En tant que policier, c'est très dur parce que notre boulot, c'est d'assurer la sécurité des gens. 9 jours après le meurtre, les policiers ont enfin une piste. Un cycliste contacte la police pour dire qu'il a reconnu l'homme du portrait robot. Il l'a vu sur le parcours le jour du meurtre de Katie. Il affirme que l'homme lui a demandé une cigarette et qu'ils se sont parlé, mais il ne connaît pas son nom. Le cycliste a fumé une cigarette et l'autre 2. Les enquêteurs lui demandent d'indiquer l'endroit où cela s'est passé. C'était à 180 mètres du lieu du crime. Il a montré le sol et a dit « Ce sont ces cigarettes-là qu'on a fumées. » Mais 9 jours ont passé et les experts de la police scientifique doutent de pouvoir retrouver des traces ADN.
Comme elles étaient dehors, elles ont pu être exposées aux UV, à la pluie, à la boue ou à la poussière. Plus les choses restent à l'extérieur et plus c'est difficile de trouver de l'ADN. Mais le cycliste révèle un détail important. Il affirme que l'homme lui a dit travailler comme téléprospecteur à Walnut Creek, juste à côté. Les enquêteurs découvrent qu'une seule entreprise de télémarketing est installée à Walnut Creek. Le responsable m'a tout de suite dit « Vous cherchez Robert Frazier ». Il avait déjà eu des problèmes. Il avait commis des vols et il était allé en prison. Il avait commis des crimes violents en prison et dehors. C'était un vagabond. Il avait dû passer du temps à Chicago, dans l'Indiana et dans le comté de Contra Costa, en Californie. Les collègues de Frazier confirment qu'il ressemble au portrait robot. Mais ils apprennent à la police qu'il a démissionné quand le meurtre de Cathy a eu lieu. La police se rend à la dernière adresse connue de Frazier et rencontre son ex-petite amie. Elle leur dit qu'elle n'a pas revu Frazier depuis la date du meurtre. Il a dû quitter la ville. Robert Frazier, l'assassin présumé de Katie Lorek, a disparu sans laisser d'adresse. Le sachant instable, dangereux et sans domicile fixe, les policiers n'ignorent pas qu'il peut récidiver. Dans le but d'apporter sa contribution à l'enquête, son ex-petite amie fournit un objet banal, mais qui peut s'avérer très important. La brosse à dents qu'il utilisait chez elle. Va-t-elle permettre d'établir son profil ADN? La police a désormais un suspect pour le viol et le meurtre de Katie Lorek. Robert Frazier, qui est introuvable. Les enquêteurs disposent des mégots de cigarettes que Robert Frazier aurait fumés alors qu'il était sur le parcours de jogging le jour du meurtre. Mais ils sont restés 9 jours dehors avant que la police ne les trouve. J'avais le sentiment que si ça pouvait lui arriver à elle, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je voulais vraiment faire de mon mieux et travailler dur sur cette affaire pour attraper le meurtrier. Heureusement pour les scientifiques, il n'a pas plu dernièrement et ils parviennent à retrouver de l'ADN sur les mégots pour le comparer à celui retrouvé sur Cathy. Celui qui avait fumé ces cigarettes était le tueur. Les scientifiques comparent l'ADN des mégots de cigarettes à celui de la brosse à dents de Robert Frazier. Le problème, c'est qu'au début, j'ai trouvé sur la brosse l'ADN d'au moins 3 personnes différentes, hommes et femmes. Mais quand j'ai pu établir que l'ADN de Frazier était l'un d'entre eux, j'étais vraiment très contente. Plus important encore, les scientifiques relèvent l'ADN de Robert Frazier sur le poteau ensanglanté retrouvé près du corps de la victime. Trouver l'ADN de Robert sur ce poteau, qui était l'arme du crime, c'était très important, parce que cela démontrait que Robert était le meurtrier de Cathy. Les preuves ADN étaient confirmées par un témoin crédible qui avait vu le meurtrier le jour où la victime a été tuée et sur les lieux du crime. Où est Robert Frazier? En général, les enquêtes ne suivent jamais un déroulement linéaire. La police a ensuite entré le nom de Frazier dans une base de données nationale regroupant les condamnations et les délinquants appelés NCIC. Elle a découvert qu'il était en détention dans l'Indiana. Il avait été arrêté pour une infraction au code de la route. On a aussi appris qu'il était en liberté conditionnelle et que son officier de probation le cherchait. Les enquêteurs prennent immédiatement l'avion pour l'Indiana afin d'interroger Robert Frazier. Il était plutôt coopératif, pas nerveux du tout, comme on s'y attendrait d'une personne dans sa situation. Il a tenu des propos très étranges sur la religion. Selon la Bible, le sang doit simplement être versé. Cela dit, il ne doit pas être versé dans un but précis. C'est tout ce que je voulais montrer. Et pour la salive, la Bible dit quoi? Rien. Frazier admet qu'il a entendu parler du meurtre de Katie Lorek à la télévision. Vous souvenez-vous avoir vu sa photo à la télé? À quoi elle ressemble? Mais Robert Frazier commet une erreur en révélant un détail que seul le tueur peut connaître.
Elle avait les cheveux longs, bruns à mon avis. Peut-être des taches de rousseur. Je sais plus. Comment savez-vous qu'elle a des taches de rousseur? Je l'ai vue à la télé. Sur un écran de 43 pouces. Elle était maquillée, ça ne se voyait pas. Ça se voyait sur la photo. Ouais, ça se voyait. Vous les avez plutôt vus sur son corps. Robert Frazier n'avoue rien, jusqu'au moment où les enquêteurs lui révèlent qu'ils ont trouvé son ADN sur l'arme du crime et dans les prélèvements effectués sur le corps de Katie Lorek. La seule excuse que Robert ait pu trouver, c'était qu'il était allé dans les bois où on avait trouvé le corps de Katie et qu'il avait uriné sur les arbres et donc laissé son ADN. L'accusation pense que Katie marche sur le chemin en parlant à son mari au téléphone lorsque Robert Frazier la remarque. Il choisit Katie uniquement parce qu'il n'y a personne aux alentours. Puis il la frappe avec une barre métallique. Rapidement, il l'éloigne du chemin et la traîne dans le fossé où il la viole. Il la frappe ensuite plusieurs fois à la tête et la laisse pour morte. Grâce à la mémoire incroyable des témoins oculaires, à un très bon portrait robot et à la chance qu'ils ont eue de rencontrer le cycliste, les enquêteurs ont retrouvé un grand nombre de preuves médico-légales. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est arrivé. Il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Il n'a jamais exprimé le moindre remords. C'est très frustrant et ça vous met vraiment hors de vous de voir cet homme qui n'en a rien à faire des autres. On se demande toujours comment on peut croiser des gens comme ça. Robert Frazier est jugé et déclaré coupable de viol et de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. Pour moi, c'est l'être le plus abject qu'on puisse rencontrer. Il ne mérite pas de continuer à vivre. Vraiment pas. Il nous a enlevé tellement de choses qu'il doit payer. Je pense que Robert Ward Frazier est, je ne trouve pas de meilleur mot, un monstre. Je ne sais pas comment il est devenu comme ça et franchement, ça m'est égal de savoir pourquoi. C'est devenu un monstre. On a résolu ce crime grâce à l'ADN. S'il avait eu lieu il y a 30 ans, Robert Ward Frazier s'en serait sorti. Reconnu coupable de meurtre avec préméditation, Robert Frazier a été condamné à la peine de mort. Pour tenter de sauver sa tête et commuer sa peine en détention à vie, son avocate a plaidé la maladie mentale. Selon elle, depuis que son client avait été agressé sexuellement dans son enfance, il souffrait de troubles bipolaires et de dysfonctionnement cognitif. Ce traumatisme, diagnostiqué par des médecins, expliquerait la pulsion sexuelle qui l'avait poussé à violer et à tuer Katie Lorek. Néanmoins, en visionnant un enregistrement de la police sur lequel Frazier ne manifestait aucune émotion, l'un des jurés a rejeté cette alternative et le juge a maintenu le verdict initial. Ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi, en ma compagnie, et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.